Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler d'affaires, de très très grosses affaires dont évidemment aucun média ne parle. Mais nous, comme on adore être des cibles, eh bien on va en parler, évidemment. Ça parlera de corruption de l'État, de trafic de drogue, d'organes, au sein même de l'appareil d'État. Vous n'êtes pas prêts, je vous dis très sincèrement, vous n'êtes pas prêts à entendre tout ce que vous allez entendre, mais bon, on va le faire quand même. Alors, nous avons de la chance d'avoir notre amie Sylvie Charles qui a enquêté, qui a d'ailleurs aussi qui a un nombre d'enquêteurs auprès d'elle, qui n'est pas lanceur d'alerte, je préfère dire citoyenne. Bon bah tiens, comment allez-vous, chère Sylvie ? Ben écoutez, je vais très bien. Pourquoi pas lanceur d'alerte ? Parce que tout simplement, je suis citoyenne et je revendique mes droits et que la Constitution, c'est aujourd'hui très important pour nous puisque c'est notre dernière sauvegarde. Et on ne frappe pas quelqu'un qui est blessé. Et la Constitution, elle est peut-être attaquée par le gouvernement, mais le gouvernement qui attaque la Constitution, c'est attaquer le peuple, puisque nous avons la souveraineté de la nation. Alors, vous avez enquêté sur ces affaires d'État. D'ailleurs, Europol, voilà, on le met à côté de vous, voilà, Europol enquête aussi, oui. Pour le coup. Racontez-nous, tiens. Je vais peut-être commencer par... Non, juste pourquoi Europol commence à enquêter ? Eh bien parce que, étant donné que la justice française ne veut pas investiguer sur le dossier de blanchiment d'argent, financement de terrorisme et détournement de fonds publics qui a conduit à la séquestration de mon père pendant 20 ans et à son assassinat le 11 janvier 2010, eh bien je me suis tournée vers Europol et Europol était prêt à investiguer sur le dossier. Mais le cabinet du ministère de l'Intérieur a refusé. De M. Darmanin, donc a refusé d'enquêter. C'était pas Darmanin à l'époque, c'était qui ? Gérard Collomb. Gérard Collomb. Voilà. Ils ont refusé, mais peut-être que maintenant les nouveaux ont refusé aussi ou... Alors ils ont refusé puisque je suis appuyée par un policier qui s'appelle le brigadier chef de Monchy, qui a remonté l'information donc à M. Castaner, qui l'a remonté à Gérald Darmanin, puisqu'elle estime que le dossier est suffisamment inquiétant pour ouvrir une enquête, et toujours lettre morte. Et d'ailleurs, elle, de ce fait, eh bien, elle est victime de harcèlement, et un harcèlement extrêmement grave. Alors, c'est une affaire d'État ? Oui, c'est une affaire d'État. Du niveau de l'affaire Elf ou Urba, ou on est encore sur le calibre au-dessus ? C'est un autre calibre. Encore au-dessus ? Oui, je pense. Et pourtant, c'était quelque chose. Avec les frégates ou les affaires du Parti Socialiste de Mitterrand. Oui, mais c'est quand même quelque chose. Là, les enjeux sont internationaux. Bon, on va en parler, chère Sylvie Charles, avec nos amis qui sont autour de la table. Normalement, Francis Lalanne, qui m'a présenté notre amie Sylvie, aurait dû être là, mais il n'est pas là. Malheureusement, il s'en excuse. Il a eu un gros souci de dernière minute, mais je sais qu'il nous regarde et qu'il nous relaie. On le salue. Salut à toi, cher Francis. Merci pour son travail. Et évidemment, on lui souhaite bonne chance pour ses élections européennes. En face, nous avons notre ami Marc Daoud, directeur de publication de Nexus. Comment tu vas, cher Marc ? Salut, cher Mike. Ça va très bien, en ces temps un peu troubles. J'ai vu que vous aviez été censuré là récemment sur Facebook. Oui, sur Facebook. Bon, voilà. C'est pas notre modèle, Facebook. Ouais, mais ça en dit long. Ça en dit long, c'est vrai. Et vous commencez un peu à gêner, et c'est là qu'on voit un petit peu qu'on touche du doigt les sujets qui dérangent. Je t'ai envoyé aussi le dossier, tu as pu voir, quand même, c'est pas rien. Franchement, c'est plus de 150 pages documentées, fouillées. Moi, c'est un boulot qui m'interpelle. Déjà, parce qu'à Nexus, on adore les sujets sourcés. Parfois, on met plusieurs pages de sources. Donc, j'ai vu que Sylvie a fait un boulot extrêmement exhaustif, digne d'un très bon journaliste. Et pour beaucoup des chapitres qu'elle a abordés, c'est des sujets, moi, que j'avais commencé à aborder. Et pour la plupart, franchement, chapeau. J'aurais des choses à dire. Et je pense qu'il faut absolument diffuser ce travail. Et j'adorerais le faire dans Nexus très bientôt. C'est pour ça que je t'ai voulu auprès de nous, car tu es à la tête d'une rédaction d'investigation. Ça devient de plus en plus rare auprès des médias. Et donc, oui, n'hésite pas à reprendre aussi ensuite l'affaire, peut-être pour le mois prochain, ou je ne sais pas quand, mais dans un prochain Nexus.
Et je suis très content que tu sois parmi nous. Merci. À ta droite, Lucien Cerise, qui est permanent, gouverné par le chaos chez Max Milo, spécialiste en ingénierie sociale. Comment vas-tu ? Très bien, merci pour cette deuxième invitation en 2 semaines. C'est pas la deuxième. Si, c'était que la Si, deuxième. j'étais déjà là bon la semaine dernière. Mais là, tu as écrit un nouveau bouquin là, que tu vas réciter tout à l'heure. Hein. C'est ça, oui. C'est ça ? Oui, puis comme il y a un invité en moins, voilà. Bon, au moins, tu pourras plus parler. Donc, du coup, voilà, l'édito aujourd'hui, c'est sur quoi ? Sur la révolution colorée qui vient en France, cette fois. On a une révolution orange bientôt ? Voilà. Je vais vous décrire ça. De quelle couleur elle sera la révolution ? Jaune ? Peut-être s'ils reprennent le code couleur des Gilets jaunes. Et puis je vous parlerai de ce livre. Ton nouveau livre ? Non, mais qui est en fait la première édition, c'est de 2017. D'accord. Parce qu'on parle toujours de gouverner par le chaos. Là, ça me permettra de faire un encart publicitaire pour celui-là. Très bien. Merci à toi, cher Lucien. On va passer là à l'entretien impertinent avec Sylvie Charles. Alors, on va commencer dès le début parce que c'est quand même... Moi, je veux dire, quand vous m'avez envoyé le dossier, j'ai vraiment cru que c'était James Bond. Non, mais je vous le dis, hein. C'est-à-dire une fiction. Mais c'est la réalité. Donc, on va passer par le début avec votre père. Oui. Donc, racontez-nous. Alors, je vais être très light. Mon père, en fait, était un homme d'affaires. C'était un homme d'affaires extrêmement doué en finance. Il avait une entreprise où la majorité de ses clients étaient des banques. Et à l'époque, il faisait tout ce qui était les placements boursiers. Sauf qu'à un moment donné, il vend son entreprise. Il va travailler à la banque Sofinco-Laine. Et puis là, il nous fait une énorme dépression dont, normalement, il ne va pas en sortir, en fait. Donc ça, c'est dans les années 77. Moi, je quitte le domicile familial en 86. Donc sa situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Et en 90, il disparaît du domicile familial. Voilà. Donc en 90, on n'a plus de nouvelles. Je suis la seule à le signaler auprès de la gendarmerie. Et comme je suis toute seule à dire que mon père a disparu, on m'a dit gentiment qu'il avait le droit de partir sans rien dire à personne. Donc pendant 20 ans, je me suis posé la question. Jusqu'au jour où, le 11 janvier 2010, je reçois un appel téléphonique de la gendarmerie de Laventie qui m'annonce avoir retrouvé mon père assassiné à son domicile à 30 km de chez moi. Voilà. Donc votre père est assassiné. Voilà. Y a une enquête qui se passe. Et qu'est-ce que dit l'enquête ? Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où j'ai cet appel téléphonique, je comprends d'ores et déjà que la situation est très loin d'être claire. En fait, dans les premiers temps, je n'ai pas accès à l'information au niveau de l'instruction, puisque le juge d'instruction ne veut pas de partie civile. Donc, je dois refaire du forcing. Mais malgré ça, l'assassinat de votre père passe dans les médias locaux, où on dit que votre père est une sorte d'usurier, où il prêtait de l'argent, des taux d'intérêt de 50-60%. Voilà. Mais en fait... Ce qui est faux. Alors, c'est faux, mais il faut savoir que ça... Comment dire ? Il y a eu autre chose. C'est-à-dire que du 11 janvier au 28 janvier... Mon père, c'est un retraité, un vieux monsieur, un vieil ermite qui a mis fin à ses jours. D'accord ? Je me mets partie civile au 1er février. Début mars, 11 mars, là, il y a des articles qui passent dans la presse locale, La Voix du Nord, L'Avenir de l'Artois et tout ça. Des grands pavés comme ça, où mon père, c'est devenu... un usurier, c'est quelqu'un qui brasse de l'argent à tout va, qui a un train de vie démesuré, qui est une personne horrible. Ce qu'il ne pouvait plus être, parce qu'il n'était plus physiquement capable, même intellectuellement, d'avoir ce type d'activité. Tout à fait. Tout à fait. Donc les médias, peut-être même la justice, ont créé un narratif autour de votre père pour en faire un bouc émissaire. C'est la justice qui a fait ce narratif, puisque vous avez des articles où c'est carrément la juge d'instruction et le procureur de la République qui exposent les faits. Donc le secret de l'instruction, il n'y en a pas. Il crée un scénario, en fait. En fait, c'est pas un scénario, puisque les gendarmes... Alors, il faut savoir que je vais vivre une expérience très particulière, puisque les gendarmes qui interviennent officiellement affichent une certaine animosité à mon égard, alors que je ne les connais pas.
Par contre, j'ai des gendarmes qui vont venir me rencontrer en off. Donc, c'est assez particulier. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gendarmes? Bah justement, là, ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe avec la juge. Et ils m'expliquent que... Donc moi, je leur dis que je suis moi-même en difficulté. Donc, je ne vois pas ce que je peux faire pour eux. Et là, moi, je leur dis, mais voyez avec votre hiérarchie. Et alors là, c'est invraisemblable. Ils me racontent que s'ils en parlent à leur hiérarchie, ils sont en danger de mort. De mort? De mort. Les gendarmes? De mort, les gendarmes. Ah oui, quand même. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais moi, en 2010, des gendarmes qui me disent excusez-nous, mais si on en parle, on se met en danger de mort. J'ai dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ils se moquent de moi, ou alors c'est un moyen de faire une pression, je ne sais pas. Et du coup, vous enquêtez? Pas tout de suite. Vous enquêtez quand? Quand les articles de presse vont sortir, parce que j'ai quand même une certaine expérience, un certain nombre de choses. J'ai quand même un vécu professionnel auparavant. Et quand je lis les articles, là, je suis vraiment très intriguée, quoi. Alors, après les articles, Donc, lorsque après vous les commencez à articles, enquêter, vous tirez un peu les ficelles et qu'est-ce que vous découvrez? Tout d'abord, je découvre le dossier d'instruction parce que je vais me battre pour avoir ce fameux dossier d'instruction. Donc, je l'ai en septembre 2010. Et quand je commence à lire le dossier d'instruction, déjà, je m'aperçois que ce que la presse a mis dans la presse concernant mon père, eh bien, était faux, puisque dans les PV d'audition, les personnes qui étaient ses geôliers expliquent que le matin, quand ils les retrouvent, il est recroquevillé dans un coin, mon père. C'est pas lui qui a la clé du domicile, ni la clé du fameux garage de collection qui est cité dans l'article de presse et qui en fait est un garage de trafic. Voilà. Je découvre également tout ce que m'avaient dit les gendarmes, les comptes offshore. Les comptes offshore? Ouais. Où ça? Ceux des FINA aux îles Vierges britanniques. On sait à combien se montaient ces comptes? Oh, mais c'est des sommes astronomiques. Bah dites les sommes. On est dans des millions en fait. Donc il y a des millions qui rentrent, des millions qui sortent. Il y a des réserves d'or. D'accord. Enfin, voilà quoi. Il y a des comptes à la BNP Paribas, il y a des comptes en Andorre, il y a des comptes en Suisse. Et il y a des comptes à la Banque des règlements internationaux suisses. Donc ça qui est beaucoup plus surprenant puisque c'est à la Banque centrale des banques centrales, ce qui n'est pas du tout normal. Donc voilà, il y a ça. Il y a une situation fiscale qui est tout à fait normale du monsieur tout le monde. C'est une situation fiscale d'un monsieur en retraite. Sauf que les gendarmes ont découvert qu'il devait 210 000 euros au fisc. Mais il n'y a aucune trace nulle part. Donc je vais poser les questions. On ne me répond pas. De toute façon, la juge ne veut pas me parler. Quand vous dites donc il doit 210 000 euros au fisc, oui. Mais le fisc n'a pas la trace de ces 210 000 euros. Enquête officielle. Comment on l'explique ça? Eh bien, l'expliquer, ils vont me faire le PV de gendarmerie que je vous avais transmis, oui. Où ils disent que comme il a payé, il ne trouve plus la dette. D'accord. À cela, j'ai répondu à la juge, je suis désolée, mais c'est quand même les comptes de l'État, donc quand vous payez une dette, il y a une comptabilité. Donc il devrait être en mesure de nous dire quand et qui a payé cette dette, en fait. D'accord ? Et vous, parce que on a, là, l'entretien pertinent dure à peu près une demi-heure. Après, on aura évidemment nos amis autour de la table qui vont vous poser des questions, qui vont faire des commentaires. C'est pour ça qu'on va essayer de faire ça. On va droit au but. Hein. Là, on va droit au but. Allons-y. Vous voyez que le fisc n'a pas, il n'y a pas de trace. Non. Qu'est-ce que vous découvrez sur ce fait-là? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que moi, la dette de 210 000 euros, on va me la mettre à moi. D'accord. À mon nom. On me la transmet à moi. Parce qu'en fait, il y a l'assassinat de mon père, mais derrière, il y a la question de succession. D'accord. Donc moi, j'avais entrepris une renonciation, sauf que le notaire qui me conseille va me conseiller de refuser la renonciation parce que j'ai des enfants mineurs et qui m'a dit que vu le dossier, on va vous mettre un juge des tutelles et c'est eux qui vont se retrouver dans le système. Donc du coup, je prends le mode de succession qui est sous bénéfice d'inventaire, sauf que le fisc ne l'accepte pas. Et donc comme il l'accepte pas, il m'envoie la dette de 210 000 euros à payer sous 8 jours. Voilà. Que vous ne payez pas, évidemment. Et que je ne vais pas payer, que ça vous ne c'est sûr paierez et pas parce certain. que vous n'avez pas à le payer. Je passe au tribunal administratif, je vous passe les machins, etc. Et en fait, je vais avoir une personne, je vais être mise en relation par des policiers avec une personne de Bercy Oui. qui va m'expliquer qu'il
il faut que j'aille au service du patrimoine et voir avec la personne qui gère la succession de mon père. Et qu'est-ce que vous découvrez? Eh ben, c'est lui qui va découvrir, parce que moi, quand j'y vais, je D'accord. vais lui demander, je vais lui dire, voilà ce Qu'est-ce qu'on me qu'il donne. découvre? Eh ben, il découvre que c'est la DGFiP d'Arras qui est derrière ce document. Qu'est-ce que c'est la DGFiP? DGFiP, c'est la Direction Générale des Finances Publiques D'accord, d'Arras. Et donc, c'est là qu'on lui explique que mon père aurait vendu pour 649 000 euros d'actions de la Banque des règlements internationaux suisses, et qu'ils ont majoré, qu'ils ont fait un calcul de plus-value au maximum, donc de 110 000 euros. Mais il dit, de toute façon, le dossier, il est classé. Mais comment on peut expliquer... c'est quoi? C'est parce qu'il y a 2 comptabilités qui existent dans ce pays, c'est ça? Oui, il y a 2 comptabilités. Donc expliquez-nous ce que ça veut dire 2 comptabilités. 2 comptabilités, c'est qu'il y a parce qu'il y a les fichiers qui sont existants au niveau de la fiscalité. Hein. Vous avez toute la liste qui est là, FECOBA, etc. Donc en gros, pour faire simple, il y a une fiscalité un peu officielle. Voilà. Il y a une fiscalité officielle, celle où tout le monde paye ses impôts. Une comptabilité officielle, voilà. Et il y a une comptabilité parallèle. Et il y a une comptabilité que l'État fait à côté. de manière parallèle. Oui. Et qu'est-ce que... et dans ces comptes parallèles, qu'est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous? Écoutez, là déjà à première vue, il y a tout un trafic de blanchiment d'argent, hein, je veux dire, c'est clair, hein, déjà il y a ça. Il y a des ramifications avec une banque centrale qui normalement ne peut pas ouvrir de compte privé, mais qui en fait. C'est ça, oui. Donc je veux dire, il faut le faire. Je veux dire, en plus j'ai les chèques, hein, j'ai les photocopies de chèques qui en plus ont été validées par la mairie de la Ventie, hein, comme étant bien conformes. Et à son nom propre. Donc c'est quand même démesuré. Voilà. Et de toute façon, l'enquête officielle n'a pas révélé cette particularité. Voilà. Pour eux, ça n'existe pas. Voilà. Et vous avez tout un dossier avec toutes les preuves, tous les documents ici présents. Oui. Mais ça veut dire qu'en fait, l'État, en gros, c'est comme, je ne sais pas moi, un organisme mafieux qui a... l'argent qui est blanchi, officiel, et son argent non blanchi, officieux. C'est ça, en gros, ce qu'on veut dire. Et détournement de fonds publics. Et détournement de fonds publics. Voilà, puisque la société Sodefina, elle gère des fonds parapublics et des fonds privés. Et mon père n'a pas d'activité professionnelle. Et vous avez découvert tout ça dans le dossier. Dans le dossier, en enquêtant justement, parce que voilà, les gendarmes ont fait un travail colossal, et leur travail va être saboté par la justice elle-même, et avec la presse, en fait. Puisque les articles qui sont diffusés dans la presse, ça permet de donner des informations au réseau, sachant que tout est au nom de mon père. Donc il suffit simplement de dire que c'est mon père qui a fait, comme il est décédé, on ferme les dossiers. Voilà. Donc on fait oublier ce que l'État fait en sous-main, on va dire. Dites-moi, le Qatargate, Rothschild, Rockefeller, quel lien ont-ils avec tout ça? Là, j'ai pas trouvé de lien parce que on ne s'est pas orienté vers cette partie-là. Nous, on s'est orienté vers la partie institutionnelle, en fait. Essayer de comprendre. Parce que moi, j'ai 2 choses. Je me retrouve dans la situation suivante. C'est que je ne suis pas entendue par la justice. On essaye de me faire entrer dans le réseau parce qu'il faut quand même savoir qu'ils vont essayer de m'acheter en m'offrant 1,2 million. Ah, c'est qui on? Le ministère des Finances publiques avec le notaire qui était en charge du dossier. Pour que vous vous taisiez. Pour que j'accepte. Et vous donnez 1 200 000 euros. Oui. Net d'impôts, tout quoi. Je ne sais pas si c'était net d'impôts, ça n'a pas été jusque-là, puisque moi j'ai dit non tout de suite. D'accord. Donc en plus, quand j'ai vu le dossier, parce que le dossier, c'est pas. En fait, concrètement, dans cette affaire, il y aurait dû avoir un juge qui s'occupe de l'assassinat de mon père, un juge qui s'occupe du dossier financier, puisqu'il était suffisamment conséquent pour ouvrir une enquête, et un juge qui s'occupe du dossier du grand banditisme, parce qu'il y a des activités de grand banditisme là-dedans. Lesquelles, par exemple? Il y a du trafic, il y a des faux billets, il y a des trafics de drogue, il y a trafic de personnes, il y a d'enfants, pédophilie, compagnie, voilà quoi. Attendez. Pédophilie. Pédocriminalité. Pédocriminalité, mais moi je le mets dans le trafic de personnes. D'accord. C'est la même chose, quoi. Donc, trafic d'organes aussi? Probablement, oui, bien sûr. Je veux dire, on a tout. De toute façon, on a tout là. On a tout le grand banditisme. Je veux dire,
Voilà. Mais c'est l'État ou c'est juste quelques renégats, on va dire, du nord de la France? Alors moi, au début, je pensais que c'était une problématique régionale, sauf que comme j'écris partout, je connais plus ou moins le système français, donc j'écris, plus je monte en niveau, moins j'ai de réponses, plus j'ai de pression. Donc à un moment donné, je me dis c'est au niveau national, d'autant plus qu'à côté, il ne faut pas oublier que moi j'ai mes gendarmes et mes policiers où j'essaye de comprendre, parce que si j'ai besoin d'être protégée, il faut quand même que la police et la gendarmerie puissent le faire, sauf que eux, ils me disent eux-mêmes qu'ils sont en danger. Donc j'ai dit il faut qu'on essaye de comprendre de où vient qui est aux manettes. En fait, on a cherché, on a dit il faut qu'on trouve qui est aux manettes, et puis on va aller demander des comptes aux personnes qui tiennent les manettes, quoi. Sauf que là, surprise, on découvre qu'il n'y a plus de parti politique, je veux dire droite-gauche, je veux dire, là aujourd'hui c'est du pipeau, je veux dire c'est un parti unique. Ils ont tous le même comportement, la même façon de répondre. Je suis allée voir des députés, ils ne connaissent pas notre constitution. Et puis dès que vous leur présentez le bazar, c'est « Ah non, séparation des pouvoirs, donc c'est à la justice de ça. » Voilà. Mais je lui dis, le problème là, c'est la justice. Donc c'est à vous quand même de soulever. Non, voilà. Donc on se débrouille tout seul. On fait nos enquêtes. Donc je ne peux pas intervenir dans la gendarmerie parce que ça fonctionne encore système militaire. Par contre, je peux intervenir dans la police. Et donc depuis 2013, j'assiste des policiers et plus particulièrement le brigadier chef de Monchy au niveau du SGAMI Nord. Et là, je découvre un monde. Là, on fonctionne à l'envers. C'est la Qu'est-ce que vous découvrez? Les textes de loi, il n'y a rien qui est respecté dans la gestion des fonctionnaires. Dans quel sens c'est pas respecté? Les droits des fonctionnaires ne sont pas respectés. Il y a des comités des conseils des comités médicaux, il y a des commissions de réforme qui sont utilisées pour le harcèlement. La méthode de management, c'est un management par la peur. La délation, l'humiliation. Au sein de la fonction publique. Dans la fonction publique, et pas n'importe laquelle. La gendarmerie et la police. Et d'ailleurs, j'ai fait remarquer à l'époque, puisque j'avais les deux parties, j'avais des gendarmes et des policiers. Dans la gendarmerie, ils étaient soumis au même régime que dans la police, alors que dans la police, il y a des syndicats. Donc là, j'hallucine. Et alors, les syndicats, ils valident tout. Alors, vous avez découvert aussi que des investissements de l'État qui sont conformes, qui ressemblent à ce que faisait la banque qu'a créée M. Jacques Attali là-bas. Ah non, ça c'est différemment. En fait, dites-nous. En fait, nous, quand on a pris nos enquêtes, on a cherché tous les dossiers qu'on pouvait avoir de blanchiment d'argent qui ont été classés sans suite. Parce que classé sans suite, ça ne veut rien dire. Il faut connaître le motif. Et on a relevé tous les dossiers où les juges ont classé sans suite avec des excuses bidons. Du genre, le blanchiment d'argent, c'est prescrit jusqu'en 93, et puis après, on n'a pas réussi à avoir les informations. Je veux dire, ce n'est pas des réponses acceptables de la part d'un juge, surtout qu'il a quand même des prérogatives qui sont plutôt larges. Donc, on a pris ces dossiers-là, et parmi ces dossiers, on est tombé sur un dossier qui nous a interpellés, plutôt moi, les équipes, parce que moi, je ne connaissais pas du tout, Pan Eurolife, qui mettait en cause AXA. Et donc, on est parti sur AXA, qui est une des plus grandes boîtes d'assurance de France. Qui est dans tous les mauvais coups. Voilà, dont le patron était un proche de l'État, Claude Bébéard. Je ne sais pas s'il est encore là. Là, c'est Henri de Castries. Bon, un autre qui était proche de Fillon. Voilà. Donc c'est vraiment, derrière, on peut dire qu'il y a l'État, quoi. Voilà, il y a l'État. Et surtout, le système qui était utilisé de blanchiment d'argent est exactement le même qu'on trouve dans le dossier de mon père, à une différence. C'est que là, dans le dossier d'Henri de Castries, d'AXA, le personnel de la Banque Postale a fait son boulot à dénoncer le blanchiment, que dans celui de mon père, le fonctionnaire de la Banque Postale, lui, il n'a rien dit du tout. Voilà. Donc on découvre qu'Henri de Castries, c'est aussi le président de Bilderberg. Ouais. Donc de fil en aiguille, alors je vous passe parce qu'on a fait des enquêtes, machin, etc. On tire sur Bilderberg, on arrive sur la trilatérale, on retourne à l'ONU parce qu'on découvre que l'ONU, elle a des structures tentaculaires qui vont partout et qui ne sont pas légales. Puisque l'ONU aujourd'hui, on découvre qu'elle a une structure qui s'appelle l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui siège dans notre Assemblée nationale. Ah bon? Oui, et qui a l'immunité diplomatique. D'accord. Donc c'est très surprenant. Et le président de cette Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est un député québécois.
Mais c'est pas tout. Allez-y, On découvre, continuez. parce que du coup, on tire sur tout, on a passé notre temps. En fait, la problématique, c'est que dès qu'on prend un dossier, quand on le regarde, qu'on l'analyse, on soulève un coin, on trouve autre chose. On a découvert aussi l'AOMF. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'équivalent des défenseurs des droits, qui siège lui aussi au bureau des défenseurs des droits. Et d'ailleurs, dans le dossier que j'ai fait, j'ai mis la copie dedans parce que tout ça, on le paye. C'est marqué que c'est à notre charge. C'est nous qui payons tous les frais. Et la composition, eh bien, le président de cet AOMF, c'est un avocat québécois. Les vice-présidents, ce sont les défenseurs des droits du Maroc, du Bénin. Et la secrétaire, c'est Claire Hédon, la défenseur des droits français. Et personne en France ne connaît cette institution. Ben non, on ne la connaissait pas. Vous la connaissiez autour de la table ? du tout. Non. Imaginez. Donc, Bah oui, mais on découvre ça. Alors, derrière... c'est quoi ? C'est l'État dans l'État derrière. Alors, c'est un double État. Enfin, C'est un double État. Enfin, comment on peut le définir ? Ben moi, oui, c'est un État parallèle. C'est un fonctionnement parallèle, mais c'est très tordu parce qu'en fait, ils se servent de l'image de la France, qui est un symbole de la démocratie, puisqu'on est le seul pays au monde à avoir la souveraineté de la nation, et ça leur permet en fait de récupérer des informations de citoyens d'autres pays, puisque les pays qui sont plutôt visés, c'est les pays africains. Mais si c'est Bilderberg, c'est-à-dire que c'est en gros une branche de Davos et compagnie, quoi, j'imagine. Mais nous, on est monté, on a continué l'arborescence beaucoup plus haut. On ne s'est pas arrêté au palier. On a cherché qui pouvait définir Plus haut que Bilderberg ? Oui. Pour nous, au-dessus de Bilderberg, on a déjà la BERD. Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est la BERD ? La BERD, c'est la Banque européenne de reconstruction et de développement qui a été mise en place par Mitterrand et Jacques Attali en 1992. Mais selon mes sources, et là je n'ai pas de documents précis à vous donner, cette banque était déjà en fonctionnement avant. Alors elle a le titre de banque, mais c'est pas une banque. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'elle a le rôle de la Caisse des dépôts et consignations, peut-être ? Non, c'est beaucoup plus large que ça. Pour moi, c'est un État impatride. Alors, c'est une banque qui a l'immunité aussi diplomatique, qui a son siège en Angleterre, à Londres. D'accord. C'est une banque qui a signé un accord de siège avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. La police, la gendarmerie n'a pas le droit d'y rentrer. Le personnel, en grande partie, ne verse pas d'impôts au Royaume-Uni, mais il paye un impôt à la banque. En fait, les employés de cette banque, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment, ils ne sont pas reconnus salariés, ils ne sont pas reconnus fonctionnaires. Mais cette banque... Et ils ont 4 langues officielles. Alors, on l'appelle je sais pas, on peut l'appeler banque ou organisme, je ne sais rien. Intervient dans les politiques nationales des États. Ah oui, quand vous lisez son cursus, c'est une banque qui... Alors, elle est pour le secteur privé, c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, c'est pas intéressé au secteur privé, c'est intéressé au secteur institutionnel, puisqu'elle est pour le secteur privé, mais elle intervient dans les institutions. Elle met systématiquement, elle rentre dans les institutions des pays qu'elle aide. Ça, voilà, c'est clair. Et donc, on découvre qu'il y a ce genre de fonctionnement. Et mais alors, la cerise sur le gâteau, c'est que cette banque, elle a été mise en place avec l'autorisation d'une délégation russe. Ah bon ? Oui. D'accord. Et que jusqu'en 2014, la BERD a financé l'économie des pays russes. D'accord. Donc ça, déjà, on a découvert d'ailleurs un rapport de l'Assemblée nationale de 2003 qui parle de cet investissement financier, mais qui parle aussi d'une tentative de rapprochement institutionnel. Mais je vous invite à le lire parce que... Justement, vous avez tout un dossier. Oui, mais là, je ne l'ai pas parce qu'il fait 300 pages. Non, mais en tout cas, celui que vous avez... Oui. Vous l'avez rendu public pour que les gens connaissent. Alors, celui que j'ai fait là, c'est tout simplement parce que dans notre Constitution, on a le droit de rentrer en résistance, c'est un droit inaliénable. Mais pour ça, il faut démontrer que le gouvernement ne remplit plus ses obligations et qu'il travaille pour des intérêts étrangers et privés. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce document. On a commencé, on l'a amorcé. D'accord. On l'a diffusé essentiellement dans la population, parce que ce sont eux les premiers concernés. Mais ceci dit, il y en a qui sont allés le porter. Monsieur Larcher l'a eu directement en main propre. La sénatrice Gacquer aussi. Donc, Darmanin, lui, il l'a eu via le
le chemin ministère de l'Intérieur par les policiers, donc les institutionnels l'ont eu. Et donc ce document, il a été envoyé aussi à tous les personnes responsables de l'Union européenne, puisqu'on a découvert quand même qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vraie politique anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme. Alors, ma dernière question, chère Sylvie, et on va passer à la discussion avec nos amis. Ah, on a oublié une banque. Ah, laquelle? Qu'on vient de découvrir, qu'il n'est pas dans le machin, qu'on vient de découvrir maintenant, qui s'appelle la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure. Qui est un peu comme la BRD. Oui, mais chinoise, ça a été mis en place par la Chine. Les trois principaux actionnaires, c'est la Chine, l'Inde et la Russie. Et nous, France, nous sommes cofondateurs. D'accord. Pour qui travaille M. Macron? Pour la Chine. Pour la Chine? Oui, parce que j'ai découvert, je vous donnerai tout à l'heure, on a découvert, parce que du coup maintenant, on a compris comment ça fonctionne, on a découvert des accords avec la Chine concernant la fonction publique, notre assemblée parlementaire, le secteur médical. On a plein d'accords qui ont été signés avec la Chine et ils interviennent comme si c'était un pays partenaire mais vraiment impliqué dans notre fonctionnement. Surtout quand on voit le résultat aujourd'hui. Puis je vais prendre un dernier exemple qui est d'actualité. Actuellement, vous savez que les entreprises éoliennes allemandes et françaises sont en difficulté. Et la France y travaille, puisque les dossiers qui sont présentés devant les tribunaux, tribunal administratif, eh bien, sont rejetés parce que ce sont des marchés bilatéraux avec EDF et qu'EDF n'accompagne pas les entreprises devant les tribunaux. Et tout ça au bénéfice de la Chine. Alors, que pour la Chine? Parce que, par exemple, on voit qu'il en a en première ligne sur l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est un pays qui est complètement sous la domination de la BRD. Donc la banque. Voilà. Alors il faut savoir que on va prendre comme exemple le spectacle, c'est-à-dire que vous avez la scène où vous voyez tout ce qui joue, tout ce qu'on vous montre, et puis il y a les coulisses, où tout le monde est autour de la table, tout le monde se serre la main, tout le monde discute, tout le monde fait ses petites affaires. Je veux dire, j'ai un document de la BERD, je crois que je vous ai transmis, je ne sais plus quelle pièce que c'est, où ils ont déjà fait des prévisions pour 2024, où l'Ukraine et tous ces pays-là vont être en augmentation. Ils vont faire un plus. Quand on est en guerre, c'est pas le cas, je veux dire, je suis désolée. Et nous, la France, on a fait, nous, au niveau du PIB, on a fait un plus 0,9% avec l'argent de la drogue. D'accord ? Alors, l'argent de la drogue, alors là, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'il faut quand même savoir que l'INSEE avait préconisé au gouvernement de tenir 2 comptabilités. Mettre l'argent de la drogue à côté, puisqu'il était question aussi de mettre l'argent de la prostitution. D'ailleurs, à un moment donné, ils avaient dévié au niveau de la justice de dire qu'il fallait faire la part des choses entre la prostitution consentie et celle non consentie. Je veux dire, je suis désolée, mais là, voilà, ça s'est pas fait, mais c'était en vue d'être fait. D'accord ? Donc on est dans un fonctionnement qui est un fonctionnement criminel, il faut le dire. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on ne sait plus nos institutions à qui ils appartiennent, puisqu'on est parti dans un système hybride. La sécurité sociale, elle est mi-privée, mi-publique. Et quand vous posez la question, on ne vous répond pas. Donc on ne connaît pas la partie qui est publique, la partie qui est privée. On a des structures qui interviennent aujourd'hui où on est en train de mettre de côté la police et la gendarmerie, il faut être clair, on est en train de les effacer, pour les remplacer par des agents de sécurité, donc par ce fameux SNAPS qui est le Conseil national des activités privées de sécurité, où ils vont chercher du personnel hors Union européenne sans vérifier les casiers judiciaires. Ils ont le droit de faire rentrer sur le territoire français des agents de sécurité étrangers sans demander autorisation à personne. Et d'ailleurs, ici, avec les JEO, ils ont relevé 102 fichiers S, mais ils sont en deçà du nombre, je peux vous le dire. Et tout ça, c'est recruté, parce que c'est une structure, aujourd'hui, c'est une administration hybride totalement illégale. Alors, cette administration, elle existe. Elle est chapeautée par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ce sont des magistrats qui font les recrutements, d'accord ? Et les agents font prêt de serment. Mais ils sont salariés d'entreprises privées. C'est incompatible. Merci beaucoup, chère Sylvie. On va en parler tous les 4 dans la grande discussion qu'on aura ensemble. Mais avant ça, les petites annonces.
ne faut pas avoir peur.